Bienvenue dans ce module sur les méthodes de régression linéaire. Alors, c'est quoi une régression linéaire? On va le voir en détail pendant ce module-là. Mais dans le fond, la régression linéaire, c'est une méthode très très simple d'apprentissage automatique. Puis elle, ce qu'elle suppose, en fait, c'est que la dépendance entre une variable réponse y et un ensemble de variables explicatives x1, x2 jusqu'à xp, ben, c'est linéaire. Et dans le fond, toute l'hypothèse, elle est ici. C'est que j'ai un lien linéaire entre y et des variables explicatives. Malheureusement, bien évidemment, les vraies fonctions de régression, donc vous vous rappelez les fonctions de régression, c'est espérance de y, sachant que x est égal à petit x. Ça, c'est ma fonction de régression. Les vraies fonctions de régression ne sont vraiment pas linéaires habituellement, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est être capable de l'estimer. Des fois, ça suffit. Comme ici dans l'exemple, je vois que même si ma vraie fonction, c'est la rouge, ben, une courbe linéaire bleue serait suffisante. Alors, on va justement reprendre l'exemple des données publicitaires. Donc, dans nos données publicitaires, on avait des données de vente, puis ce qui était investi dans les publicités via TV, journaux et radio. Donc, si on considère ces données, en fait, on pourrait se poser plusieurs questions avec ça. On pourrait se demander, est-ce qu'il existe une relation entre le budget publicitaire et les ventes? Quelle est la relation qu'il existe entre le budget publicitaire et les ventes? Quelle est la forme? Quel média contribue le plus aux ventes? Lequel des trois? Avec quelle précision, est-ce qu'on pourrait prédire ces ventes futures-là? Est-ce que la relation est linéaire entre les deux? Et enfin, est-ce qu'il y a une certaine synergie entre les différents supports publicitaires? Alors, si je regarde mes trois graphiques, ici j'ai la vente à chaque fois un Y, puis ici j'ai TV, radio et newspaper. Fait qu'on voit, vous voyez ici par exemple que j'ai l'air d'avoir un lien linéaire entre les deux. Ici, c'est beaucoup plus quand même espacé, et ici aussi. Alors, justement, on va commencer par la régression linéaire simple, qui utilise, elle, un seul prédicteur x, donc une seule variable explicative pour l'instant. Alors, le modèle va s'écrire de la façon suivante. Donc, y, ça va être bêta 0 plus bêta 1 x plus epsilon. Bêta 0 et bêta 1, ben, c'est deux constantes inconnues qui représentent, donc le premier bêta 0, ça représente l'origine, et le deuxième bêta 1, c'est la pente. C'est vraiment la même chose que dans une droite comme quand vous étiez petit, ax plus b. B, c'était l'ordonnée à l'origine, puis A, c'était la pente. On appelle ça aussi des coefficients ou des paramètres. Et epsilon, lui, ben, ça constitue le terme d'erreur, comme d'habitude. Fait dans le fond, si on est capable d'estimer bêta 0 et bêta 1, on va noter les estimations bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau. Donc le chapeau, ça signifie une valeur estimée. Ici, bien évidemment, bêta 0 et bêta 1 sont inconnus. Ça, c'est la vraie fonction de régression. Ici, ça correspond à espérance donc de y sachant x est égal à x. C'est la vraie fonction de régression dont vous vous souvenez qu'elle est inconnue. Donc, on ne connaît pas bêta 0, bêta 1. Par contre, on va arriver à trouver une façon de les estimer. Donc, si on avait des certaines estimations pour bêta 0, bêta 1, donc on appelle bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, ben, on serait capable de prédire une nouvelle observation de vente par y chapeau. Ça serait bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau fois x. Donc ça, on va appeler ça une prédiction de y sur la base que x est égal à grand x. Et à petit x, pardon. Justement, comment on va estimer ces paramètres? Alors vous allez voir, c'est assez simple. Dans le fond, ce qu'on se dit, c'est que donc la prédiction, y chapeau, ça va être bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau. Donc c'est très important. Quand on veut prédire, je calcule tout simplement avec mes estimations. Ce qu'on va appeler résidu maintenant, un résidu, ça va être donc la différence, si EI, mon résidu EI, ça va être ma différence entre ma vraie valeur YI moins ma valeur estimée YI chapeau. Et ce qu'on va appeler la somme des carrés résiduels, le RSS, ça va être la somme de toutes ces erreurs-là, E1 au carré plus E2 au carré plus jusqu'à EN au carré. C'est donc la somme de toutes les erreurs que je commets au carré. On peut réécrire RSS de cette façon-là, c'est exactement pareil. Donc à chaque fois, moins E1, ben, ça va être Y1 moins Y1 chapeau, mais Y1 chapeau, c'est bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau fois X. Donc RSS, s'il mesure vraiment la somme de toutes les erreurs que l'on commet en prédisant YI par YI chapeau. Fait que dans le fond, l'approche des moindres carrés, ce qu'on va appeler l'approche des moindres carrés ici, c'est pas pour rien. Les carrés, ben, c'est tous les carrés qu'on voit ici, là.
L'approche des moindres carrés, ça va être de dire on veut minimiser le RSS. Bien évidemment, on parle d'erreur, fait qu'on veut l'erreur la plus petite possible. Donc si on veut minimiser, puis ça vous fait un très bon exercice, ici, à faire un exercice. Si vous minimisez, dans le fond, le RSS, donc si vous faites minimum de RSS, vous allez obtenir ces deux valeurs-là suivantes de bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Donc deux formes explicites en fonction des données X et Y. Voici un exemple justement sur nos données publicitaires. Ici encore une fois les donc télévision, ici les ventes. Ici la droite, c'est donc vraiment la droite estimée. Donc ici on est capable de vraiment, ça c'est mon bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau. X, ça c'est ma droite comme ça. Bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, je les ai calculés de la façon comme ici, et vraiment en fonction des données que j'avais X et Y. Et tout ce que vous voyez à chaque fois ici, c'est les, je vais vous les mettre en bleu, ça c'est les, hop, c'est un petit peu trop gros, je vais les mettre en bleu comme ça, je vais vous montrer. Par exemple ici, ça c'est vraiment un EI, c'est une différence entre mon point rouge ici, c'est la vraie donnée. Ça, c'est un YI, mon point rouge. Puis sur la droite, ça va être un YI chapeau. C'est ma valeur prédite. Alors, si on veut évaluer maintenant l'exactitude de chacun des paramètres d'estimation, donc bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, ce qu'on peut se poser comme question, c'est à quel point ils vont varier ces bêta 0 et bêta 1 chapeau. Parce que dans le fond, ici, on le voit sur le graphique, bon, j'ai obtenu certaines courbes, mais imaginons que je recommence l'expérience avec d'autres entreprises, je vais avoir des données un petit peu différentes. Est-ce que ma courbe, ma droite, elle va être toujours la même? Donc, dans le fond, ici, ce qu'on va mesurer, c'est l'erreur type. Donc, l'erreur type d'un estimateur, ça c'est très important en statistique. L'erreur type, qu'on note souvent en anglais, donc SE, pour Standard Error. L'erreur type d'un estimateur, donc bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, c'est des estimateurs. Estimateur, c'est quand j'estime quelque chose. Donc l'erreur type d'un estimateur, ça reflète la façon dont il varie sous un échantillon répété. Donc c'est-à-dire si je reprenais un autre échantillon, il serait un petit peu différent à quel point ça varierait ce bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau. Donc on a des formules ici explicites, vous voyez, de l'erreur type au carré de bêta 1 chapeau et l'erreur type au carré de bêta 0 chapeau. Ça fait intervenir ces erreurs types la variance de epsilon. Donc vous vous rappelez, epsilon c'est notre terme d'erreur. Ça fait apparaître la variance de epsilon qui est sigma carré. Ces erreurs types, elles peuvent être utilisées pour calculer des intervalles de confiance. Puis, un intervalle de confiance, ça va nous permettre de dire, ben, ma vraie valeur de bêta 0, bêta 1, elle est comprise dans quoi? Donc, pour calculer, par exemple, un intervalle de confiance à 95%, on peut le faire de la forme suivante. Donc, ici, bêta 1 chapeau, plus ou moins 2 fois l'erreur type de bêta 1 chapeau. Donc, vous pouvez la trouver ici, l'erreur type. On est capable de calculer ça assez facilement. Ça nous donne, par exemple, pour l'exemple des données publicitaires, ça nous donne un intervalle 0.042, 0.053. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on est certain, avec 95% de chance, que la vraie valeur de bêta 1, celle que je ne connais pas, qui est inconnue, elle est comprise entre 0.042 et 0.053. Justement, maintenant on peut aller un petit peu plus loin que ça. On est capable de faire des intervalles de confiance. On va pouvoir faire des tests d'hypothèse ici. Donc les erreurs types, elles vont nous permettre justement d'effectuer des tests d'hypothèse sur ces coefficients. Fait que le genre de test qu'on va faire, ça va être vraiment des tests d'hypothèse pour vérifier est-ce que oui ou non il y a une relation. Donc notre H0, donc l'hypothèse nulle, ça va être qu'il n'y a aucune relation entre X et Y. Et notre hypothèse alternative, c'est qu'il existe une relation entre X et Y. C'est ça toute l'essence et le but de la régression, c'est qu'on regarde est-ce que oui ou non il y a un lien entre ma variable explicative X et ma variable réponse Y. Mais d'abord, mathématiquement, ce test, il revient à dire que, donc mon test revient à dire H0, c'est que donc il n'y a pas de relation entre X et Y. Donc je vous rappelle, si j'écris Y est égal à bêta 0 plus bêta 1x plus epsilon,
Dire qu'il n'y a pas de lien entre x et y, ben je le vois, c'est ici, là. Il est ici mon lien entre x et y. C'est lui qui me donne mon lien. Donc dire qu'il n'y a pas de lien entre x et y revient à dire que mon bêta 1 est égal à 0. Contre hypothèse alternative, dire qu'il existe un lien, c'est que mon bêta 1 va être différent de 0. Donc ça, c'est pour le test. Alors, on continue un petit peu. Pour effectuer un test d'hypothèse, ça va nous prendre une statistique de test. Une statistique de test ici, ça va être la statistique T, T pour student, vous allez voir, qui va être bêta 1 chapeau moins 0 sur son erreur type, sur SE de bêta 1 chapeau. Puis ça va suivre une loi de student, une T, à n-2 degrés de liberté, si on est sous H0. Donc, c'est-à-dire que bêta 1 est égal à 0. Donc ça, sous H0, ça suit une T n-2. Bon. Et ça veut dire que facilement maintenant, avec ce test-là, on est capable de calculer des valeurs P, des p-values. Donc on est capable de calculer une valeur P, puis donc grâce à ça, de rejeter ou non l'hypothèse alternative. Donc je rappelle, on rejette H0 si p-value ou valeur P est plus petite que le seuil. Habituellement, le alpha, le seuil, c'est 0,05. Donc, on a maintenant une procédure de test pour dire est-ce que oui ou non, il y a un lien significatif entre une variable explicative x et y. On reprend notre exemple justement des données publicitaires. Ici, en régression, ça va toujours être de la façon suivante. Mes coefficients, je vais avoir un qui s'appelle intercept. Donc, l'intercept, c'est, sans grande surprise, le bêta 0. Et ensuite de ça, on va avoir les noms des variables. Donc ici, TV, donc ça va être pour ma variable 1, ça va être mon bêta 1. Alors, on a les valeurs des coefficients, donc ça nous donne ici bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau. On a leur SE, donc par exemple ici, si je fais un exemple, ici, ça c'est que SE de bêta 0 chapeau, c'est 0,4568. On a la valeur de la statistique T, qu'on a vu plus haut, et surtout, très important, on a les p-values. Donc regardez, ici, très important ça. Ça donne quoi? Donc p-value strictement plus petit que 0,001. Ben, strictement plus petit que 0,01, c'est vraiment bien évidemment plus petit que 0,05. Donc on rejette H0. Donc il existe un lien significatif entre TV et vente. Donc on vient de démontrer, grâce à ce modèle de régression simple, qu'il existe un lien significatif entre le budget dépensé en publicité TV et le budget et les recettes de vente. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va aller évaluer vraiment la précision globale du modèle. Donc là, on a vu qu'on était capable de voir l'effet d'une variable, mais maintenant, on va aller vraiment mesurer la précision globale du modèle. Et pour cela, ce qu'on va aller d'abord commencer à faire, c'est qu'on va aller calculer l'erreur type résiduelle, ce qu'on appelle le RSE. Le RSE, tout simplement, ça va être la racine d'une version standardisée du RSS. Donc le RSS, je vous rappelle, c'était la somme des carrés résiduels, ici. Donc on a une formule pour le RSE. Ce que ça nous permet de faire, ça, c'est que ça nous permet ensuite de ça de calculer ce qu'on appelle un R carré. Alors le R carré, quelque chose de très important. Le R carré, lui, ou on appelle ça aussi la fraction de variance expliquée, on le note R2, toujours. Le R carré, ça va être 1 moins le RSS divisé par le TSS. Fait que RSS, je vous rappelle, ben, on le voit ici. RSS, c'est toutes les, comment dire, RSS ici, c'est toutes les erreurs de prédiction que l'on fait entre YI et YI chapeau. C'est la somme de toutes ces erreurs-là. Et le TSS, lui, c'est la somme totale des carrés. Fait que c'est comme la somme de toutes mes Y à la moyenne. Donc ça, c'est comme si ça mesure variabilité sans modèle. Puis ça mesure variabilité avec modèle.
Fait, dans le fond, ce R carré-là, ça mesure vraiment une proportion de variance expliquée. Il a même une interprétation. Ça va être un nombre entre 0 et 1. Et donc, on peut facilement l'interpréter en termes de pourcentage. Ce qu'on peut montrer aussi, puis ça va être un exercice que vous aurez à faire, c'est que le R carré, c'est exactement, dans un contexte de régression linéaire simple, comme on est présentement, le R carré, en fait, c'est exactement petit r au carré, où R, c'est le coefficient de corrélation entre R, c'est le coefficient de corrélation entre X et Y. Fait qu'on est capable de montrer que c'est exactement la même chose au carré. Donc, voici un exemple, encore une fois, avec, avec nos données. Alors, juste dire ici, je reviens, j'avais oublié un petit quelque chose. Ça, le RSE, à quoi ça sert? Je vais le noter. Ça, le RSE, ça sert à donner une estimation de sigma chapeau. Vous vous rappelez le fameux sigma chapeau. Le fameux sigma, donc sigma carré, c'est la variance d'epsilon. Bien évidemment qu'on ne connaît pas. Hein. Fait que le RSE, ça donne une estimation du sigma chapeau. Donc ici, avec nos données publicitaires encore, donc ce qu'on obtient, c'est que 3,26, c'est à peu près sigma chapeau. Donc c'est donc l'écart type résiduel. Et le R carré, regardez, on obtient un R carré ici de 0,6112. Et ça veut dire que 61,2% de la variabilité des ventes est expliquée par le modèle. Donc c'est quand même très très bon, 61,2%. Bien évidemment, ce qu'on veut, c'est être le plus possible proche de 100%, mais c'est déjà quand même très bon. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, on va faire un modèle de régression linéaire multiple. Là, simple, on a vu que c'était seulement une variable. On va bien évidemment aller un petit peu plus loin, multiple. Alors, dans un modèle de régression linéaire multiple, ça ressemble à la même chose. Mon y, ça va être un bêta 0, donc l'ordonnée à l'origine, plus une pente fois la variable x1, plus une pente fois la variable x2, etc., jusqu'à ma variable xp et un terme d'erreur encore. Fait que ça marche toujours de la même façon. Là, cette fois-ci, c'est que mon bêta j, dans le fond, ça correspond à l'effet moyen sur y d'une augmentation d'une unité de xj en tenant compte que tous les autres prédicteurs sont fixés. Fait que lui, là, le bêta 2 par exemple, il veut dire que c'est l'augmentation de y, y augmente de bêta 2 quand mon x2 augmente de 1 quand toutes les autres sont fixées. Donc ça c'est important. Donc si xi augmente de 1, alors mon y augmente de bêta j si tous les autres fixés. Donc, dans notre exemple publicitaire, nous, on aurait vente, ce serait bêta 0 plus bêta 1 fois TV, plus bêta 1 fois radio, et bêta 3 fois journaux, et ainsi que le terme d'erreur. Alors, pour interpréter les coefficients de régression dans un contexte multiple, bien évidemment, il faut que les prédicteurs ne soient pas corrélés. On va y revenir, mais si mes prédicteurs sont corrélés entre eux, ça va être difficile à interpréter. Ce que ça voudrait dire, c'est que si ces trois-là sont corrélés entre eux, qui veulent dire la même chose, on va avoir de la misère à interpréter les trois coefficients. Alors, si donc on est dans un contexte non corrélé, on va appeler ça un contexte équilibré. On verra à la fin comment s'assurer qu'on soit dans ce cas-là. Ben, ce qu'on peut faire déjà, c'est que chacun des coefficients, on peut les estimer, les tester séparément. Puis on peut faire le genre d'interprétation qu'on a dit. Donc, pour un changement d'unité de xj, c'est associé à un changement de bêta j d'y, tandis que toutes les autres variables restent fixes. Fait que ça, on a le droit de faire cette interprétation si mes prédicteurs ne sont pas corrélés. Qu'est-ce qui se passe justement quand c'est pas le cas? Donc quand c'est pas le cas, cette fois, ici, attention, quand mes prédicteurs sont corrélés, donc mes variables explicatives sont corrélées, qu'est-ce qui se passe? La variance de tous les coefficients, ça va avoir tendance à augmenter, puis même parfois de façon spectaculaire. Fait que ça, la variance, je vous le rappelle, ça c'est mes SE. Mes SE vont augmenter très fortement. Puis les interprétations, elles deviennent vraiment difficiles. Vous allez voir, quand un XI change, tout le reste change. Fait que ça ne marche pas. Et on va avoir de la misère à faire des observations, des conclusions de causalité. Fait que la corrélation entre les prédicteurs est très importante. Maintenant, quelques petites, comment dire,
pas mise en situation, mais réflexion autour des malheurs de l'interprétation des coefficients de régression. Et ça vient d'un article ici de Mosteller et Tukey en 1977 sur l'analyse et régression des données. La fois, ce qu'il dit, c'est qu'un coefficient de régression β-j, il estime la variation attendue de y par variation unitaire de xj, tous les autres prédicteurs étant maintenus fixes. Mais les prédicteurs, eux autres, changent généralement ensemble. C'est sûr que c'est le fun, on a des belles interprétations, mais dans la réalité, tout change en même temps. Vous avez un petit exemple ici que vous pourrez regarder. Maintenant, comment on va estimer les β-i? C'est de la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez, on y allait avec le RSS, donc la somme des résidus. Sauf qu'ici, le RSS, bien évidemment, ça va être toute la somme de mes EI. Ça, c'est mes EI, mes résidus. Sauf que mes résidus, ils sont un petit peu plus complexes parce que cette fois, j'ai bien évidemment toutes mes coefficients. Ici, j'ai plus un coefficient à estimer. Donc, à l'aide de tous les logiciels, bien évidemment, R, on est capable d'avoir des valeurs de β0 chapeau, β1 chapeau jusqu'à βp chapeau. On est capable d'avoir des valeurs là assez facilement par la méthode des moindres carrés. Voici un exemple ici, justement, en 2D. Donc, vous avez ici Y, variable réponse, X1, X2. Et donc, vous avez les points ici. Ça, c'est mon YI. Puis là, ça va être mon YI chapeau. Donc, ça correspond ici à mon EI. Et le plan, c'est vraiment le plan de régression ici. Ce que vous voyez là, ça, c'est le plan de régression. C'est donc un β0 chapeau plus β1 chapeau x1 plus β2 chapeau x2. C'est vraiment un plan de régression. Donc l'exemple multivarié ici sur nos données publicitaires, je vous le rappelle, on a toujours l'intercept, c'est pour mon β0, et ensuite de ça, j'ai un coefficient par variable. Donc ça, c'est mon β0 chapeau, β1 chapeau, β2 chapeau, β3 chapeau. Il les nomme par le nom des variables, ça nous évite de faire des erreurs. Donc on a les valeurs des coefficients, leur erreur type, les statistiques T et la p-value. Et je vous rappelle, on va le faire assez vite cette fois, la p-value, on l'interprète facilement. Quand c'est plus petit que 0.05, L, c'est significatif. Donc ces trois coefficients, ici, sont significatifs. Par contre, on voit le dernier, 0.85, bien évidemment, c'est plus grand que 0.05. Et qu'elle n'est pas significative. Et que journaux n'est pas significative. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc le lien, on va plutôt l'écrire différemment. Il n'existe pas de lien. Il n'existe pas de lien significatif pour expliquer les ventes par les investissements des journaux. Alors, plusieurs questions importantes maintenant qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a, si mettons on a un modèle de régression multiple, est-ce qu'au moins l'un des prédicteurs, X1, X2, peu importe lequel, serait utile pour prédire la variable réponse? Ça, c'est une question importante. Est-ce que tous les prédicteurs, ils aident vraiment à expliquer Y ou seulement un seul peut expliquer Y ou un sous-ensemble, tout simplement, pourrait le faire? Puis, dans quelle mesure le modèle, il intègre bien les données? Et enfin, étant donné un ensemble de valeurs prédictives, quelles valeurs réponse devrions-nous prédire et quelle est la précision de notre prédiction? Donc, c'est le genre de questions qu'on peut se poser et qu'on va répondre. Alors, on commence. Pour répondre à la première question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a au moins un prédicteur qui est important, qui va expliquer notre variable? Pour ce faire, on fait un test statistique, donc F, une statistique F ici. Donc, la statistique F qu'on peut calculer de cette façon-là, qui lie le TSS et le RSS. Donc, un petit peu comme tout à l'heure, c'est une espèce de version, c'est une espèce de version modifiée du R carré qu'on avait tout à l'heure, qui nous permet de calculer cette statistique de test. Puis, sous certaines conditions, cette statistique de test suit une loi de Fisher. Donc, on est capable rapidement, comme c'est une loi de Fisher, de faire un test d'hypothèse, donc de savoir si oui ou non notre modèle est significatif. Donc, on dit que notre modèle est significatif quand il y a au moins un des prédicteurs
qui est important. On ne sait pas c'est lequel. Ici, avec ce test-là, on sait juste qu'il y a au moins une des variables qui est importante dans la prédiction de Y, de la variable réponse. On ne sait juste pas c'est laquelle. Justement, comment décider maintenant des variables importantes? Parce que là, ben, on a vu qu'ici, on a un test global qui nous permet de dire est-ce que oui ou non, mon modèle admet au moins un prédicteur important. On sait qu'on est capable de faire des tests pour chacune des variables, hein, on l'a vu, fait qu'on peut faire des tests d'hypothèse pour chacune de mes prédicteurs pour savoir est-ce que oui ou non, il est important pour expliquer Y. Par contre, comment on fait pour s'assurer d'avoir juste un ensemble de données de variables importantes? L'approche la plus directe, c'est vraiment d'aller tester toutes les sous-ensembles. Et vous imaginez, toutes les sous-ensembles, vous avez un lot de variables explicatives de prédicteurs. Vous pourriez aller tester l'ensemble de toutes les sous-ensembles de variables explicatives, voir est-ce qu'ils expliquent ou non mon Y. Puis à chaque fois, vous allez calculer les moindres carrés pour toutes ces sous-ensembles de modèles-là. Puis vous allez choisir lui qui est le meilleur. Puis vous allez pouvoir utiliser un critère en fonction de la taille. Vous pourriez faire quelque chose comme ça. Cependant, ça, il faudrait faire attention parce que, regardez, il y aurait en tout 2 puissance P modèles possibles. Si vous avez, par exemple, 2 variables, il y en a bien 2 puissance P. Donc 2 à la 2, il y en a 4 modèles. Parce que si vous avez 2 variables, mais chacune des variables, ma première, soit oui ou non, je la prends. Ma deuxième, soit oui ou non, je la prends. Puis si on fait un petit essai rapidement, fait que mon x1, soit oui ou non, je la prends. Puis ma x2, pareil, oui ou non, je la prends. Oui ou non, je la prends. Vous voyez, ça fait un modèle 1. Ça fait un 2, un 3 et un 4. Ça fait des modèles différents. Fait qu'avec 2 variables, ça fait 2 à la 2 est égal à 4 modèles différents. Bon, c'est pas si pire encore, mais j'ai juste 2 variables. Si vous aviez 40 variables, ça ferait 1 milliard de modèles. Plus d'1 milliard de modèles à tester. Vous en doutez, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Fait qu'au lieu de ça, vous allez voir, en fait, on va avoir une approche plus automatisée qui permet d'aller rechercher un sous-ensemble vraiment de variables importantes et significatives pour expliquer notre Y. Première méthode, on appelle ça la méthode de sélection forward. Alors, cette méthode-là, on l'a vraiment ici étape par étape, comment elle fonctionne. On va commencer par un modèle nul. Qu'est-ce qu'on appelle un modèle nul? Qu'un modèle nul, c'est un modèle qui contient seulement l'intercept. J'ai seulement l'intercept, donc c'est-à-dire ici, c'est vraiment y est égal à bêta 0 plus epsilon. Et ça, c'est mon modèle nul. Et ensuite de ça, ce que je fais, étape d'après, je vais faire P-régression linéaire simple, où à chaque fois, ce que je vais faire, je vais aller tester chacune de mes variables. Donc si j'ai P variables, je vais aller faire P-régression. Donc je fais le modèle étant I. Oups, je vais écrire mieux. Donc mon modèle I, ça va être Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon. Mais ce modèle-là, je le fais pour toutes mes variables. Je le fais pour la variable 1, pour la variable 2, variable 3, jusqu'à la variable P1. Puis ce que je fais, je vais aller voir lui qui donne le RSS le plus bas. Donc vous le rappelez, le RSS, c'est ce qu'on veut minimiser. Donc lui qui a le RSS le plus bas, c'est cette variable-là que je vais aller inclure dans mon modèle. Donc cette variable-là, je l'inclus dans mon modèle. Donc là, je viens d'ajouter une variable dans mon modèle. Et ensuite de ça, donc si j'étais à l'étape numéro 3, je suis vraiment ajouté la variable qui avait ça. Et ensuite de ça, je continue. Donc, la fois que j'ai une première variable qui est rentrée, je vais aller tester. Donc, il m'en reste P-1 variable. Je vais aller tester les modèles avec ma variable qui était rentrée précédemment, plus toutes les autres. Je vais aller tester, voir lequel modèle serait le meilleur. Lui qui est le meilleur, donc avec le plus bas RSS, je rentre la deuxième variable. Puis je continue ça, dans la fois c'est une boucle, je continue ça tant et aussi longtemps que j'arrive à une certaine règle d'arrêt que je peux me définir, un critère d'arrêt. Puis par exemple, il y a des critères d'arrêt, ça serait que toutes les variables qui sont dans mon modèle aient une p-valeur, donc une valeur p, une p-value plus grande qu'un certain seuil. Donc ça, c'est-à-dire que je rentre mes variables les unes après les autres, tant aussi longtemps qu'elles sont toutes significatives. Dès que j'en ai une qui n'est plus significative, j'arrête de la rentrer, je m'arrête ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode forward. Donc c'est vraiment en avant. Je pars d'un modèle nul, puis j'avance ensuite variable par variable pour les rentrer. La deuxième, à l'inverse, c'est la méthode de sélection backward. Lesquelles, à l'inverse, on commence par toutes les variables. Donc au départ, j'ai toutes les variables dans mon modèle. Donc étape numéro 1, j'ai toutes les variables dans mon modèle. Et étape numéro 2, je vais supprimer la variable qui a la plus grande valeur P. Donc la plus grande valeur P, ça veut dire quoi, vous vous rappelez? C'est que ça veut dire la variable qui est la moins significative. On va écrire ça. Ça veut dire la moins significative.
Donc, si c'est la moins significative, ben, on l'enlève, je n'en veux pas. Fait que dernière fois, je vais avoir ensuite de ça un nouveau modèle. C'est l'étape 2. Je vais avoir un nouveau modèle qui a P moins 1 variable. Et encore une fois, je vais recommencer. Je vais enlever celle qui est avec la plus grande valeur P. On la supprime. Et etc. Ainsi de suite, jusqu'à tant et aussi longtemps qu'on a un certain règle d'arrêt. Et par exemple, c'est que toutes les valeurs P doivent être significatives. Donc, je récapitule. On part d'un modèle plein avec toutes les variables. Puis d'étape en étape, j'en enlève une à la fois. J'enlève tout le temps celle qui est la moins significative. Et à la fin, je m'arrête quand toutes mes variables sont significatives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de sélection backward. Alors, on a vu vraiment deux méthodes. Là, c'est les plus simples. Les méthodes qu'on appelle sélection pas à pas. Donc, les méthodes de sélection pas à pas, c'est ce genre de méthode-là. Backward ou forward. Parfois, vous allez voir, on va en voir beaucoup plus là, des méthodes comme ça. On peut aussi, il en existe plein des méthodes pour définir. Par exemple, il y a des méthodes ici qu'on utilise avec ce qu'on appelle le CP de Malo, aussi avec l'AIC, le BIC, le R carré ajusté, la validation croisée. Donc, il en existe vraiment beaucoup. On va revenir sur ces différentes méthodes de sélection de variables dans un prochain module. Mais donc, ce qui est important ici, c'est que vous avez au moins deux méthodes, donc backward et forward, pour être capable de sélectionner un sous-ensemble de variables significatives. Puis là, attention, je vous mets un petit point, attention, quand vous faites forward, la méthode forward, vous n'arrivez pas forcément au même résultat que si vous faites la méthode backward. Je vous mets au défi d'essayer, vous prenez un modèle de régression avec une vingtaine de variables, vous faites d'abord la méthode forward, ensuite de ça la méthode backward, ça se peut qu'à la fin, vos deux modèles n'arrivent pas au même sous-ensemble de variables significatives, ce qui est normal parce que c'est deux méthodes de sélection différentes.